Une usine, des ouvriers et du fric. Aujourd'hui, on a testé Electro Manager. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le dos de la boîte, l'émission qui parle de jeux de société en se concentrant sur les univers qu'il propose. Je suis comme d'habitude accompagné par Xenopath. Bonjour Max. Et on a testé cette semaine Electro Manager, qui est donc une sorte de suite de Megawatts, le jeu très connu de Friedemann Fries, sorti en 2009 chez 2F et chez Philosophia en français pour 2 à 5 joueurs. Et avant de rentrer dans les détails et de lire le dos de la boîte, quelles ont été tes impressions à chaud ? À chaud, je dirais que j'ai bien aimé ce jeu qui se joue dans une ambiance un peu électrique. Oh, c'est très rigolo, tu dis ça par rapport au fait que c'est Electro Manager. Pas seulement, on en parlera. C'est vrai que c'était un peu électrisant, mais en fait, malgré le titre, a priori, ça n'a pas grand-chose à voir avec de l'électricité. Il semblerait que non. Et pourtant, c'est marqué mégawatts en gros. Donc c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait le genre de jeu qu'on fait d'habitude. Non. Mais c'est justement l'occasion de montrer qu'on peut jouer à tout. Nous sommes capables de nous adapter. Exactement. Et je vais donc immédiatement vous lire le dos de la boîte. Le jeu Megawatts vous a appris à survivre la compétition féroce entre les producteurs d'énergie. Maintenant, vous voilà de l'autre côté, celui des consommateurs d'énergie. Vous voilà donc à la tête d'une centrale et vous devez prendre des décisions cruciales pour améliorer celle-ci. Afin de remporter la partie, vous devrez mettre la main sur le meilleur équipement possible au marché avant que vos adversaires ne s'en emparent. Megawatts Electromanager est un jeu de construction d'entreprise. Vous débutez avec une petite usine et vous devez l'améliorer. Au départ, vous tâcherez d'augmenter sa production, mais vous ferez rapidement face à de nouveaux défis. L'augmentation du prix de l'énergie et l'allocation la plus astucieuse de vos ouvriers. Il vous faudra donc apprendre à bien utiliser le nouveau mécanisme qui affecte l'ordre de jeu, ainsi que les actions au marché. Vous avez été averti, puisqu'une partie ne dure que 5 tours, chacun d'eux est très excitant et important. Soyez aux aguets, en tout temps, vos adversaires n'attendent qu'une opportunité pour prendre le dessus. Alors, j'ai fait des fautes en lisant, mais enfin, c'est ce que vous pensez, j'ai lu exactement le dos de la boîte. Il y a quelques petites fautes de traduction, très clairement. Je pense que c'est uniquement dû à la traduction. Il faudrait pouvoir le lire en allemand, vu que l'original est en allemand, pour être sûr que ce soit pas une traduction littérale, mais je crois que c'est bien les fautes de traduction. Mais comme je l'ai dit au tout début, c'est édité par Philosophia, qui est une entreprise québécoise. Il est donc possible qu'il y ait des tournures de phrases que nous, on n'utilise pas usuellement. Ouais, c'est pas impossible, mais ça ressemble quand même un peu à des bugs. Parfois, il manque un mot ou deux par-ci, par-là. Dans l'ensemble, moi, je trouve que ça se répète quand même pas mal, ce dos de la boîte, puisqu'il nous dit vous voilà à la tête d'une centrale. Un paragraphe plus loin, il dit c'est un jeu de construction d'entreprise, et vous avez une petite usine, donc il se répète un petit peu. Il parle de tours excitants. Je pense qu'on a des commentaires à faire sur ce, ce point-là. Non, tous les tours sont très excitants et très importants. Très excitants, et puis c'est vrai que ça parle pas grand-chose de la mécanique non plus. Par contre, ça met en avant un thème quand même assez particulier. Oui, en effet. L'autre point qu'on peut noter, c'est que visiblement, donc c'est marqué Megawatts en gros dessus sur la boîte, et il vous dit directement le jeu Megawatts vous a appris à survivre à la compétition féroce des producteurs d'énergie. On a l'impression qu'il faut avoir joué à Megawatts parce qu'il dit aussi il faut bien utiliser le nouveau mécanisme qui affecte l'ordre de jeu. Donc clairement, c'est pour les joueurs de Megawatts. Oui, alors il semblerait en tout cas que je pense que c'est ce qu'a fait l'auteur, c'est profiter du fait que son jeu Megawatt a cartonné, parce qu'il a cartonné. Par contre, me semble bien que les deux jeux n'ont rien à voir en termes de mécanique. Ah non, en termes de mécanique, donc, on ne trouve pas du tout la même chose. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'avoir joué au premier pour jouer au second. Par contre, ça veut peut-être plutôt dire, vous avez aimé le premier, vous adorerez le second. Tu vois, c'est un peu le nouveau jeu de Friedemann Fries sur un thème récurrent. Ouais, absolument. On va justement en parler un peu plus en détail. Tout d'abord, on a évidemment ouvert la boîte de jeu pour découvrir le matériel qui est vraiment très simple. C'est vrai. Il n'y a pas grand-chose dedans. On a quelques meeples pour représenter nos ouvriers. On a un plateau chacun qui représente une usine. On a tous la même usine. Ouais. Et puis le reste se déplace sur un plateau qui permet de faire les achats.
Ah, il y a un plateau de marché, un exactement. plateau de marché qui est très bien fait. Moi, à un moment donné, je sais que tu as dû t'absenter pendant la préparation pour répondre au téléphone. Moi, je connaissais pas les règles. J'ai pu continuer la mise en place sans rien savoir. Donc, il y a vraiment un truc très instinctif, très simple. La mise en place est facile, quoi. Ouais, tout à fait. C'est des petites tuiles. On a des petits billets, comme dans le Ah Monopoly. oui, C'est assez il y a les rigolo. billets en papier quand même. Les billets, ça représente des électros. Et voilà, d'où le titre, justement. Electromanager, ça n'a rien à voir, du coup, avec l'électricité. C'est ce qu'on aurait pu penser, mais pas Ouais, du tout. moi j'ai cru que c'était ça quand même. Mais en fait, non. Electromanager, donc on est des managers d'argent, Ouais. entre guillemets. C'est vrai qu'en plus, ça a le symbole euro presque dessus, mais ce sont des électros. C'est un euro avec un petit éclair. C'est très mignon. C'est très joli. Mais c'est vrai que le flavor, pardon pour le mot anglais, mais le côté billet en papier, on le voit plus tellement en fait dans les jeux récents. Bah, ça c'est pas un jeu récent, mais il a quand même 15 ans. Mais disons que on l'en voit de moins en moins, il me semble. Et puis j'aime bien en fait de temps en temps ressortir un jeu comme ça avec des billets en papier, des vrais billets de Ouais, jeu. ça fait vraiment bizarre quand même. Moi, j'avais l'impression que j'avais pas fait un jeu avec des billets en papier depuis au moins 15 ans. Ouais. Ouais, ça fait un peu jeu de notre enfance comme ça, c'est rigolo. Matériel vraiment très simple. Il n'y a pas grand chose à dire dessus en fait. Non, mais qui est assez clair. C'est tout très clair. Les illustrations ont rien d'exceptionnel. C'est vraiment juste des petites machines, des petits robots. Alors, il a un design global dans sa boîte, en fait, dans ses boîtes, on peut dire, parce que il a d'autres jeux comme ça. Megawatt lui-même, il y a cette espèce de visuel un peu années 50, tu sais, un peu d'affiches, Oui, je vois ce que tu veux dire. d'affiches dessinées comme ça. Tout le matériel fait un peu bande dessinée années 50. Je pense que ça, c'est assez voulu. Ça colle un peu à ce qu'il essaie de montrer, et puis ça marche, quoi, ça marche. On s'est installé assez facilement, assez rapidement, et on a commencé à jouer. Alors la partie, elle dure, comme dit au dos de la boîte, 5 tours uniquement. Ouais. Donc 5 tours qui sont composés de 5 phases différentes dans lesquelles on va donc acheter des nouvelles machines, des nouvelles capacités d'entreposage, des robots, etc. Première surprise, les ouvriers, c'est pas vraiment des ouvriers. Ouais, ça c'était bizarre, hein, parce que les ouvriers donc sont présentés dans les règles comme étant des ouvriers. Les petits bonhommes les meeples représentent vraiment des petits bonhommes. Et on commence à les placer dans la cantine. Il y a une case sur le plateau, c'est la cantine. Donc on les met à cet endroit-là. Donc c'est vraiment des ouvriers. Dans ce que le jeu essaie de montrer, ça, ce sont vos ouvriers qui vont faire. Enfin, moi j'imaginais qu'ils vont faire marcher l'usine. Mais en fait, ils servent pas à ça. Ils servent pas à faire marcher l'usine. Ils servent à faire un peu tes actions. Parce que si c'était des ouvriers, ça pose un ou deux problèmes. Oui, alors justement, c'est quelque chose, en fait, on gère pas du tout cet aspect-là. Non. Ce qu'on va gérer, parce qu'il parle de jeu de construction, mais c'est vraiment un jeu de gestion pur. Oui, pur, ouais. Où en fait on essaye de faire en sorte de réduire la consommation d'énergie de l'entreprise au maximum en achetant des meilleures machines qui consomment moins, tout en maximisant la production et l'entreposage. C'est ça. Ça, c'est un système qui est assez malin, puisqu'il faut donc augmenter sa capacité de prod, mais si on n'a pas de quoi entreposer ce qu'on produit, c'est pas précisé d'ailleurs ce qu'on produit, mais sur les tuiles, on voit des jeux de société, c'est pour le petit clin d'œil. Oui, le petit clin d'œil spécial auteur de jeu. Exactement. Donc on pourrait imaginer qu'on gère une usine qui crée des jeux, mais qui imprime des jeux. Mais en fait, il faut juste optimiser production face à entreposage tout en faisant en sorte que ça coûte le moins cher possible à l'entreprise en termes de coût d'énergie. Oui, parce que ce qui coûte le plus cher, c'est l'énergie qui est en fait une taxe que tu payes chaque tour, de l'argent que tu perds en fait, et qui augmente de tour en tour. Il y a une espèce d'inflation de l'énergie à chaque tour. Qui est très rapide Qui d'ailleurs. est très rapide, ouais, qui est très rapide. On ne sait pas combien de temps représentent les 5 tours, mais on imagine c'est la vie de l'usine, quoi. Par contre, les employés, eux, ne coûtent rien. Moi, ce qui m'a fait un peu grincer des dents, parce que des ouvriers dans une usine qui ne coûtent rien, ça ressemble à un jeu de méchants capitalistes. Mais sans compter que pour manœuvrer les machines, en fait, on les envoie à la cantine. On les envoie à la cantine. Ils gèrent les machines depuis la cantine. C'est ça. ça, c'est vraiment quelque chose de particulier parce c'est que le futur. C'est le futur. Ben, en fait, l'idée, c'est qu'on va acheter des robots qui vont actionner les machines, qui vont utiliser les machines
Et donc libérer les employés pour qu'ils puissent aller faire d'autres choses. pour qu'ils puissent aller faire d'autres choses, comme par exemple aller acheter des nouvelles machines Voilà. ou optimiser l'espace de l'usine pour pouvoir construire plus. Donc les robots sont vraiment un progrès, un véritable progrès, mais ils ne pénalisent pas du tout la vie de l'ouvrier. Au contraire, en fait, si c'était vraiment des ouvriers, tu vois, il y a vraiment ce côté où le robot, c'est que du bonus. Par contre, tu peux pas avoir trop de robots. Non, Tu as un nombre limité de un nombre robots. limité de robots Tu qui dois est... toujours avoir autant de machines que de robots, enfin pas plus de robots que de machines plutôt. Ça, c'est aussi une certaine vision de l'entreprise. Je pense que c'est plus un mécanisme abstrait pour le jeu, pour éviter que les tuiles de robots, qui sont quand même des tuiles efficaces, pour pas que les gens se ruent que sur les robots. Ça serait pas très logique si on n'avait pas de machine de production en fait. C'est vrai, c'est vrai. Et puis tu disais, on peut imaginer qu'on produit des jeux. Dans le visuel, l'usine elle-même, elle ressemble à une vieille usine de zone industrielle des années 80. Tu sais, avec ses toits, comment on l'appelle? Avec ces espèces de vagues sur les toits, là. En diagonale, là, En ouais. diagonale comme Les ça. grandes verrières en haut. Les grandes verrières, voilà. Donc c'est clairement pas une usine de fabrication de jeux, c'est plutôt une espèce de... T'as l'impression qu'on fait de la métallurgie dans le visuel. Il y a même une grosse cheminée en briques Oui, pour représenter l'énergie que tu dépenses. Donc le visuel, en fait, on comprend pas très bien ce qu'on fabrique. Ça a pas l'air d'être important. A priori, ça l'est pas. Mais parce que toi et moi, on fabrique quelque chose, quoi. Mais ça a pas de coût non plus, ce qu'on fabrique. C'est juste savoir si on en fait beaucoup ou pas. et il se préoccupe pas du tout en fait de tout l'aspect social, hein, désolé, mais Non, je sais, c'est ça qui m'a fait tiquer parce que un jeu avec une usine et des ouvriers, moi je pars comme ça un peu dans l'idée. Ah, mais il va y avoir, je sais pas, il va y avoir. Peut-être ça va défendre une idéologie, tu vois. pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Non, pas du tout. On parle pas de ça. Les ouvriers, en fait, je me suis vraiment demandé si c'était une ressource, travail ou pas. A priori pas. C'est juste les actions. Ouais, Et donc l'optimisation du temps, pas du temps de travail des ouvriers directement, mais plutôt l'optimisation du temps de travail des patrons, en fait, plus c'est exactement. ça. En fait, c'est un jeu avec des ouvriers dedans, mais qui parlent des patrons. Voilà. Et d'ailleurs, il y a même aussi, tu peux acheter des pions supplémentaires. Tu peux acheter des ouvriers en plus. Oui, ils appellent ça les ouvriers saisonniers. Et c'est des ouvriers qui coûtent extrêmement cher. D'ailleurs, ni toi ni moi n'en avons pris aucun pendant la partie. Ouais. Ils coûtent très cher pour un temps très court. Le côté saisonnier pour le temps très court, ok. Mais il me semble, après je suis pas un spécialiste de la question, que les ouvriers saisonniers étaient plutôt pris parce qu'ils coûtaient pas cher en vrai. Et que c'était justement des gens qu'on pouvait facilement, on va dire, il y a tout un drame comme ça en Suisse notamment. Ils se sont fait un peu jeter dehors, un peu les ouvriers saisonniers, une fois qu'on n'avait plus besoin d'eux. Alors là, c'est ce qui leur arrive, mais ils coûtent très cher. Moi, il me semble que ça devrait plutôt être l'inverse. Mais après, En l'occurrence, si on part du principe qu'on achète des actions supplémentaires, ça prend un peu plus de sens. c'est vrai. Mais alors, à ce moment-là, en parlant de saisonnier, tu vois, il y a un petit problème sémantique. Il y a un petit problème sémantique de manière générale par rapport à l'univers qu'installe le jeu, Ouais. par rapport à ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, c'est donc acheter ces tuiles de machines, de robots, etc., qu'on va placer dans notre usine. La place est limitée. Et donc, on essaye de faire en sorte d'augmenter cette production, comme je disais avant, tout en réduisant le nombre d'employés que ça coûte, en gros, de les manœuvrer, et le coût en énergie, Et en optimisant l'espace. et en optimisant l'espace de l'usine. Et à la fin du tour, on va avoir une phase donc de revenus. On va gagner de l'argent en fonction du plus bas niveau entre l'entreposage et la production, moins le coût de l'énergie actuel. C'est ça. Voilà. Mais la partie, pour moi, qui vraiment a créé une forme de tension un peu électrique, Oh. c'était la partie du marché, en fait. Celle où tu dois acheter, tu dois prévoir tes actions en fonction de quelle machine, quel robot tu veux mettre sur le marché disponible pour tout le monde. Et donc, tu en prends un certain nombre, ceux que tu veux, mais tu les rends disponibles pour toi et pour l'autre. Et il y a un truc dont on parle le dos de la boîte, c'est le système, il a même l'air d'insister beaucoup dessus, il me semble, dans ce que tu as lu. Il parle du système d'initiative. Oui, ça a l'air d'être le truc le plus important pour lui. Voilà, exactement. Le truc d'initiative où en fait tu vas investir, tu vas pas investir, tu vas miser des ouvriers pour essayer de prendre, c'est des numéros en fait, l'initiative qui vont de 1 à 10, et celui qui prend le plus bas numéro joue en premier. Et en jouant en premier, tu as évidemment certains avantages, parce que tu vas pouvoir prendre les machines les plus intéressantes en premier, et peut-être que l'autre n'en aura plus. Et puis, celui qui joue plus tard, normalement, il est compensé par une espèce de réduction de ses coûts. Tout lui coûte un peu moins cher.
Exactement. En fait, si tu as la tuile numéro 10, par exemple, chaque machine ou chaque tuile que tu achètes coûte moins 4, par Voilà, exemple. moins 4 francs, moins 4 Moins euros, 4 électros. moins 4 électros, pardon. Et cette mécanique-là, mine de rien, on n'était que 2, donc c'était pas un jeu d'enchères quand on est 2. A priori, C'est vite limité. ouais, c'est vite limité. Mais il y avait quand même un enjeu. Il y avait quand même quelque chose où on devait. Il y avait quand même à chaque fois la question, est-ce que cette fois-là, je joue en premier ou je joue en deuxième? On voyait bien quand même l'interaction directe avec le système. Et d'ailleurs, par moment, moi, je sais avoir pris la position première juste pour te bloquer toi dans tes choix de marché. Donc là, il y a une mécanique assez intéressante et je comprends pourquoi il insiste dessus, parce que c'est vraiment là où le jeu se joue en fait. Après, le reste finalement, c'est que du calcul mental. Il n'y a pas grand-chose d'autre finalement. Non, effectivement, c'est vraiment que du calcul. On est en train toujours de calculer, alors ce tour-ci, je vais monter ma production à 7, mais du coup, est-ce que j'aurai l'entreposage à minimum 7 aussi? Combien ça va me coûter en énergie? Est-ce que j'aurai suffisamment d'actions pour le tour prochain? Qu'est-ce que ça me rapporte à la fin du tour? Sachant que donc les points de victoire, ou en tout cas la façon de gagner, c'est tout simplement la personne qui a le plus d'argent à la fin. Donc c'est vraiment centré sur le pognon, on va dire, mais le but du jeu, c'est d'avoir le plus gros profit, en fait, à chaque tour. Mais l'argent, tu l'accumules de tour en tour. Donc ça veut dire que... Et puis tu l'utilises aussi dans les actions. Les machines coûtent de l'argent. Donc en fait, à chaque fois que tu achètes quelque chose, tu perds des points de victoire. Ou tu prends le risque plutôt de perdre des points de victoire, mais il faut qu'ils te rapportent plus, sinon c'est vraiment une perte. Mais ouais, il faut vraiment investir. On peut pas se dire qu'en fait, on gagne que ce que nous donne le jeu au tout début. Alors c'est marrant parce que moi il existe ce jeu est assez connu, il a 15 ans, donc beaucoup de gens y ont joué. Ouais. Et j'ai pu voir sur des commentaires, après notre partie, j'ai pu voir sur des commentaires sur internet des gens qui disaient à 2 joueurs, une tactique apparemment payante, Quel jeu de mots. une tactique payante serait de quasiment rien construire, accumuler l'argent de tour en tour en construisant que certains robots. En fait, en faisant la seule action que tu dois faire attention, c'est faire en sorte de récupérer tes ouvriers pour avoir plein d'actions, pour acheter plein de trucs, et accumuler de l'argent sans chercher à optimiser. Apparemment, à 2 joueurs est une tactique beaucoup plus efficace que celle qu'on a fait toi et moi. Ouais, c'est assez marrant. Bah, en fait, on a envie aussi de jouer le jeu déjà, et à deux, on voit qu'on a plein de possibilités d'achat, etc. Dans tous les jeux de gestion, moi j'essaye vraiment d'optimiser aussi mon rendement. J'ai pas forcément réfléchi au fait que construire peu allait être une stratégie payante. Un très, très bon jeu de mots aussi. Mais la question se pose. Il y a un truc de mini-maxage comme ça, un peu, tu sais, apparemment à 2, tu peux faire ça. Et puis du coup, ça devient à un moment donné, on se retrouve dans un truc très abstrait où on fait que, tiens, on s'est dit à un moment donné, ouais, en fait, on pourrait jouer ce jeu avec une calculatrice parce qu'il n'y a pas de hasard. Ah non, il n'y a pas du tout de hasard. Il n'y a pas du tout de hasard dans ce jeu. Enfin, vaguement, une tuile qui augmente l'inflation de l'énergie, c'est tout. Donc il n'y a pas de hasard, c'est que du calcul. Ce qui pose aussi la question de qu'est-ce qui se passe si on était plus que 2? Parce que si tu joues avec des vrais computers, on en connaît un ou deux des computers vivants. Oui, un petit peu, ouais. Si tu joues avec des vrais computers, est-ce que tu passes des heures à le regarder réfléchir ou est-ce que ça va? Ça, on verra. Mais c'est vrai qu'il y a ce risque-là dans ce genre de jeu. Quand tu joues avec quelqu'un qui est vraiment à fond dedans et qui a besoin de tout optimiser, connaître tous les tenants et aboutissants, ça peut prendre des plombes. C'est le risque des jeux de gestion en général, ça c'est sûr. C'est vrai. Mais en celui-ci, comme il n'y a pas d'événement, tes actions ne créent pas d'événement. Tes actions, en fait, ne racontent pas grand-chose. À part, je crois que l'événement le plus palpitant qui me soit arrivé, et c'est pour ça que je disais électrisant au début, à un moment donné, on a cassé un mur pour construire une machine de plus, quoi. Ah ouais, non, quand même. Non, il s'est passé un truc quand même dans votre vie dans votre vie de tous les jours. C'est vrai que quand il parle des tours qui sont excitants, je n'irai pas jusque-là. Je pense que c'est très sympa de nous avoir dit ça, mais là, c'est un mensonge quand même, parce que j'ai pas été excité d'installer un nouveau robot, une nouvelle machine, ou des nouvelles palettes. C'est assez étonnant parce que réussir à mettre le mot excitant avec usine industrielle, enfin, Ah ouais, non, fallait vouloir. faut oser. Ouais, faut oser, Faut oser. c'est clair. Alors après, ça me permet de revenir. Moi, je me suis renseigné de nouveau un petit peu. C'est bien. Ouais, merci. Et l'auteur du jeu est un auteur assez excentrique. Alors peut-être que ça peut expliquer une partie de ce choix étonnant entre on va faire un jeu excitant. Quand tu dis excitant, tu penses à quoi? Usine industrielle, bien vu, exactement. Ouais, effectivement. Alors, excentrique dans le sens où j'ai déjà vu des photos de lui. Il a toujours des cheveux verts comme ça. Il a les cheveux verts, exactement. Donc alors ça il a une anecdote très drôle par rapport à ses cheveux verts. Ah, raconte. Il est né dans les années 70, donc il est à peu près de notre génération. Bon, il est plus vieux quand même. Et à 20 ans, donc au début des années 90, il est devenu punk, il s'est teint les cheveux en vert. Excellent. Voilà.
Et donc, il a un peu les cheveux ébouriffés, teint en vert. Et depuis ce jour-là, je crois qu'il a une fois essayé le rose. Et puis depuis, il fait que du vert. Mais plus que ça, il fait des jeux depuis tout petit. Et à chaque fois qu'il fait des jeux, il choisit la couleur verte. Il est connu comme étant le joueur vert. Oui, c'est vrai que tous les jeux Et tous ces auxquels jeux, j'ai joué, en tout ouais, cas, ont une couverture verte. exactement. Vert est sa couleur préférée et il la met partout. Voilà, donc il y a déjà cette anecdote-là un peu rigolote. Une bonne ligne graphique. Une bonne ligne graphique, en tout cas, une thématique, une signature, on va dire. Et puis après, l'autre anecdote, c'est par rapport au nom. Donc le jeu s'appelle Electro Manager parce que nous, on a une espèce de traduction. Mais à la base, le jeu s'appelle, pas que je le prononce mal, attends, parce que mes années d'allemand sont loin derrière moi, qui s'appelle Flukenschlag ou Flukenschlag, un truc comme ça. Flukenschlag, ça c'est mégawatts. Ça, c'est Megawatt. Mais donc ça, c'est une espèce de sequel de Flukenschlag. Et en fait, sa boîte d'édition qu'il a montée lui-même, donc c'est un indépendant, dans les années 90, quand il avait 25 ans. Elle s'appelle 2F, parce qu'il s'appelle Friedman Friese, donc 2F. Et tous ces jeux, ou en tout cas une grande majorité de ces jeux, contiennent un maximum de lettres F, ou en tout cas commencent par la lettre F. Alors j'ai quelques exemples. Est-ce que tu connais un jeu en français qui s'appelle La crypte de la créature ? Oui, j'ai joué à ça il y a très longtemps. Voilà, exactement. Eh bien, en allemand, ça s'appelle Finstere Flure. Donc c'est un jeu où tu dois échapper à un monstre dans une crypte en suivant un parcours, en construisant un parcours. Ok. Ouais, je me souviens, oui. Il y a un jeu qui s'appelle Fauna. Fauna, alors qui a été traduit. Faune. Fauna. D'accord. Ah ouais, non, il n'a pas été traduit, mais dis-moi qu'il n'a pas été traduit, ça ira plus vite. Et c'est un jeu où tu dois en gros retrouver des animaux par rapport à leurs caractéristiques, donc de nouveau F. Il y a un jeu qui s'appelle Familia, où tu gères des familles mafieuses en essayant de recruter les mafieux les plus efficaces. C'est un jeu à 2. Il a fait aussi un jeu qui s'appelle Turbo Taxi. Tu dis Ah, raté. raté. C'est raté. Sinon, ça aurait fait Furbofaxi, rien à voir. Rien à voir. Mais en allemand, Turbo Taxi s'appelle Flickwerk. Oh, joli. Donc voilà. Et puis il a fait encore un autre jeu que j'ai vu qui est une espèce de party game. Et celui-là, il a le meilleur nom qui est hyper caractéristique de ça, qui s'appelle Fiese Freunde Fetten Fetten. Ou Fetten Fette. Je t'en prie, oui, Voilà. tout à fait. C'est en gros un jeu, un party game où tu dois te composer un groupe d'amis le plus débile possible. Ah, mais mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Peut-être. Non, on les a déjà en vrai. Non. Les pauvres, s'ils nous écoutent. On les adore. Oui, on les adore. Non, mais ça ressemble un peu à un jeu qui n'a rien à voir, mais qui s'appelle les colocs. Oui. Un truc un peu du même genre, D'accord. un peu party game, un peu délire comme ça. Et puis, donc voilà un peu, c'est pour montrer que c'est déjà un personnage excentrique. Alors, ça n'a rien à voir avec l'univers qu'il fait aujourd'hui, mais c'est donc un punk des années 90 qui fait un jeu de businessman sur une usine. C'est pas banal. Quand même, tu vois, quand tu mets les deux ensemble, moi l'information que j'ai pas réussi à trouver, c'est pourquoi ? Parce que justement, moi, c'est une question que je me pose maintenant, c'est est-ce que... Alors clairement, c'est un jeu à l'allemande, hein, c'est un jeu allemand même. Ouais. Très régulièrement, ces jeux de gestion à l'allemande proposent surtout une mécanique et la thématique passe complètement après. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le genre de jeu dans le dos de la boîte qui est pas génialissime pour nous, parce que nous, on s'attache vraiment à l'univers et on veut vraiment parler de ça. Donc là, évidemment, on va se moquer un peu parce que il y a rien du tout. Ça aurait pu être autre chose. On aurait pu planter des carottes en même temps. On aurait pu faire carrément autre chose. Ah oui, moi, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, lui, il dit pas ça en fait de son jeu ou de ses jeux. Par exemple, lui, il dit dans une interview que j'ai pu voir, il dit que ce qui est très important pour lui, c'est que le thème de ses jeux corresponde à la mécanique ou l'inverse, que la mécanique serve le thème. Ah, moi, ça me pose la question, est-ce que nous, on a vécu quelque chose, enfin, est-ce qu'on a vécu le thème ? Est-ce que c'est un thème qu'il a choisi ? Alors, c'est une bonne question. Je ne me suis pas particulièrement senti chef d'entreprise ou chef d'usine C'est ça. pendant la partie. À Ouais. aucun moment. Ouais. Peut-être au début, quand j'ai placé mon usine devant moi, quoi. Bah, il y a quelque chose au niveau du visuel, mais en même temps, il y a ces ouvriers qui n'en sont pas, donc en fait, ça te sort un peu du thème lui-même, en fait. Moi, je me suis marré toute la partie sur le fait qu'on gérait les machines depuis la cantine. Ouais. Enfin, ça, c'était parce que l'usine de mes rêves, en fait. C'est l'usine de l'avenir. Il y a des robots et puis les ouvriers à la cantine, justement. Ouais, qui s'amusent trop, tu vois. Ils gèrent comme ça en appuyant sur 3 boutons, ils sont trop contents. Mais on sait même pas s'ils appuient sur les boutons parce que la cantine, elle est quand même assez loin des machines. Ouais, elle est assez loin, c'est vrai. Mais il a vraiment ce côté où il défend l'idée que, à un moment donné, il dit dans l'interview, les jeux allemands sont justement très techniques. Ils disent allemand, bon, il est allemand, donc
il a le droit de faire des stéréotypes. Il dit les Allemands aiment beaucoup les mathématiques. Lui-même est un étudiant en mathématiques, par exemple, D'accord, bon, de formation. ça se comprend, ça se voit en fait dans le Voilà, jeu. donc il Tout dit est très les jeux allemands, mathématique. ils ont un problème aujourd'hui, c'est que c'est très technique. Après, il parle des jeux américains. Il dit les jeux américains, par exemple, eux, ils ont un thème très fort. Souvent, ils parlent de jeux de simulation, en fait, où ils vont essayer de remettre quelque chose en place. Mais la mécanique du jeu, souvent, est un peu nulle dans ce qu'il dit, quoi. Et un point sur lequel je le rejoins, il dit que pour lui, l'avenir des jeux les plus intéressants, ce sera les jeux français. Parce que les jeux français, selon lui, et moi je suis d'accord sur ce point-là, sont ceux qui justement vont regrouper le côté technique des Allemands et le côté inspiré, créatif des Américains. Et ils vont en faire des mécaniques intéressantes. Je suis assez d'accord avec ça depuis pas mal d'années, 5 à 10 ans en fait. 5 ans en tout cas, le marché du jeu français est en expansion terrible. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je suis assez d'accord avec ça. Il y a un mix. Moi, je suis assez d'accord aussi. Lui, il dit aussi qu'un de ses auteurs préférés de jeux, dans les jeux auxquels il joue lui, c'est Bruno Faiduti, par exemple, Ah oui. qui lui a souvent des thèmes très forts, avec des mécaniques originales la plupart du temps. Enfin, en tout cas, c'est un des noms très connus des créateurs français. En plus, c'est aussi un ancien comme lui. Donc, c'est rigolo qu'ils mettent tout ça en avant et qu'en même temps, on joue à Electromanager où nous, en fait, peut-être qu'il y a un thème, mais on n'a pas été porté par le thème, je crois. Non, ça nous a pas vraiment transporté. Justement, en fait, c'est difficile parce que je vois qu'on a parlé assez peu là du jeu en lui-même. Il n'y a C'est pas vrai. grand-chose à dire en fait. C'est assez vide. On dépense de l'argent, on ramasse des machines, puis c'est tout. Et en fait, évidemment, nous, comme on s'intéresse à cet univers, ben, l'univers, il n'y en a pas quoi. Je suis vraiment désolé. Il se passe rien. Je suis pas chef d'entreprise. J'ai pas l'impression de gérer les employés. Tout ce que je fais est ultra abstrait. Par contre, j'ai bien eu le sentiment de faire du calcul mental. Ça, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. Donc les sentiments des joueurs, comment on s'est senti à la fin de la partie, pour ma part, ben déçu en fait. Ouais. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui fait que tu gagnes? En l'occurrence, tu as gagné parce que le tour d'avant, tu avais économisé un peu plus d'argent que moi. Ouais. Et que mon optimisation à moi avait un tour de retard. Alors oui, c'est le principe du jeu, mais alors, moi, ça me parle pas du tout. J'aime pas ça du tout. Ouais, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, alors oui, j'ai gagné, parce que je suis un excellent gestionnaire, tout le monde le sait. Ouais, mais on fera d'autres jeux de gestion et je me réjouis que tu me battes à nouveau. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que le jeu dure 5 tours. Mais personne t'explique pourquoi il dure 5 tours. Qu'est-ce que représente ces 5 Il tours. aurait pu choisir arbitrairement 3 ou 8. Voilà, il aurait pu dire 3, 8 ou 44, ça changeait rien. Mais toi et moi, on sait tout à fait les deux que si le jeu avait duré un tour de plus, ton plateau à toi était beaucoup plus optimisé, beaucoup mieux fait, et tu m'écrasais. Les tours suivants, ton économie à toi était lancée, alors que la mienne, c'est uniquement parce que arbitrairement un avocat est venu dire stop, on arrête tout, bravo, vous êtes le vainqueur. On arrête les machines, On bravo. arrête les machines, bravo. C'est uniquement parce que le mur de Berlin est tombé que j'ai gagné. Ah, Mais tu penses que c'est pour ça? Ah, mais alors, après, on peut imaginer plus de trucs. Je suis d'accord. Donc c'est vrai que c'est très arbitraire et moi, on se laisse avoir le côté calcul mental, tu te laisses avoir par la mécanique. Tu es en train de calculer, tu as envie de calculer juste. Mais est-ce que vraiment tu vis une émotion de joueur incroyable? Je suis pas certain. Ce qui peut être intéressant, et là on rentre un peu plus dans l'analyse des joueurs eux-mêmes, des personnes qui jouent, je sais que moi ça me plaît pas ce genre de choses parce que ça me met face à mes propres défauts. C'est-à-dire que Oula. je suis... Ouais, c'est important ce que je dis. Je vois ça. C'est-à-dire que je suis... Comme je perds, je me dis, ok, j'ai bien optimisé, mais en fait pas suffisamment bien. Ouais. Donc en fait, ça me met face à ma propre faiblesse, en fait, mon manque de compétences mathématiques en gros. C'est pour ça qu'en général, je préfère les jeux plus aléatoires, les jeux à l'américaine, ou les jeux où il y a des jets de dés, où il va y avoir des choses qui vont se passer, qui sont un peu aléatoires, parce qu'au moins je me dis que c'est pas de ma faute. Ok. Je me décharge un petit peu. T'as mal vécu ce moment, c'est ça que je dirais pas, non, je dirais pas que je l'ai mal vécu, mais quand c'est des jeux avec plus du tout de hasard, tout vient sur mes épaules en fait, si tu veux. Oui, et puis ça veut surtout dire que, comme tout se calcule, c'est certainement un jeu où, à un moment donné, un très bon joueur va trouver les ouvertures dans le bon ordre, va commencer le jeu de la bonne manière, va prendre la bonne décision. Parce qu'un truc qu'il faut dire aussi, c'est, je pense, si tu joues avec quelqu'un de très fort, qui calcule juste et puis qui optimise dès le début, alors que toi, tu essaies de comprendre la mécanique, je vois pas comment tu remontes. Oui, mais en fait, alors dans les règles, il parle de ça, en fait, au tout début. Il propose une version pour introduire les nouveaux joueurs, en ne faisant pas augmenter le coût de l'énergie les 2 premiers tours, il me semble,
pour justement éviter qu'un joueur prenne la tête trop facilement. Qui est quand même son concept de base du jeu. En gros, Qui il l'enlève, Qui quoi. est quand même un des concepts de base du jeu. Et en fait, il précise bien aussi, je sais plus à quel moment dans les règles, les joueurs expérimentés clairement vont gagner beaucoup plus. Bon, c'est un jeu de gestion, c'est un peu normal. Mais par contre, il y a vraiment ce truc de si vous faites une erreur, ça vous coûte la partie. Donc si vous faites une erreur au premier tour, même si on est bon en fait, mais même juste si on fait une petite erreur, eh ben, la course est terminée, effectivement. Alors, par contre, c'est pas un jeu qui dure 4 heures, hein. Nous on a joué 1 heure. 1 heure, ouais. Ça va, c'est pas non plus comme si on avait perdu notre temps. Mais j'imagine effectivement, si on jouait avec quelqu'un qui est extrêmement bon, en fait, on va s'ennuyer en fait. Ah, puis on va perdre lamentablement, sans aucun doute. Et on perdrait 1 heure de notre vie. Non, on pourrait l'applaudir à la fin et puis on serait là pour assister à son magnifique succès. Et puis après, on lui proposait de faire une partie de l'île des chats, par exemple. Et là, il va aussi nous démonter. Non, parce qu'en fait, la gestion est différente. Mais bon, il faut écouter l'île des chats, c'était bien. Ouais, c'était bien. Là, normalement, les jeux allemands à l'allemande, ils aiment pas tellement quand il y a des perdants. Les Eurogames sont plutôt connus pour avoir des mécaniques qui pénalisent le joueur qui est en train de gagner, tu sais, qui pénalisent celui qui est en train d'écraser les autres. Dans celui-là, pas du tout. Dans celui-là, le meilleur va gagner, sans aucun doute, pas de problème. Et puis, il faut vivre avec ça, quoi. Pas grand-chose comme interaction directe. Le marché, quand même. Oui, le marché, c'est limité, je trouve. Ouais, c'est limité. Mais le marché, on va vraiment... je pense qu'à 4, tu peux... Oui, peut-être. Ouais. Ok, peut-être à 4 Le marché, ou 5, l'initiative, en fait, le seul moment où il se passe quelque chose, en fait. Parce que... Oui, c'est vrai, parce qu'il se passe tellement rien dans ce jeu. C'est ça qui est affreux, il n'y a pas tellement d'événements. Ouais. Mais c'est aussi il faut quand même qu'on admette quelque chose, c'est que c'est aussi un grand succès. Megawatt est un grand succès. Alors moi, j'ai préféré Megawatt, mais bon, on l'essaiera peut-être dans une autre émission. Mais Megawatt a été un grand succès. Celui-ci est plutôt bien noté, je crois, sur Board Game Geek. Alors, il est noté 6,9 sur 10 avec 5800 votes, ce qui est plutôt honorable, on va dire. Ouais, c'est une bonne moyenne, je pense. C'est vrai que son prédécesseur, donc Megawatt, ça c'est par contre le jeu ultime, en tout cas, de Friedemann Friese, puisqu'il y a 56 000 votants et lui, il a 7,9 sur 10, ce qui est vraiment très bon. Donc ce thème qui nous parle pas à nous, qui nous porte pas, et puis ce côté un peu le meilleur va gagner, tant pis pour toi, il y a plein de gens qui aiment bien ça, en fait, apparemment. Tout à fait. Je le replacerai quand même un petit peu dans son contexte, parce que c'est un vieux jeu. C'est vrai. Et aujourd'hui, si ça sortait, est-ce qu'il aurait autant de succès ? C'est pas sûr. Ouais, probablement pas, t'as raison. Parce que maintenant, le paysage ludique est quand même pas mal différent. Aujourd'hui, ce serait plutôt usine nucléaire, c'est plus d'actuel. Pour conclure, la question un peu rituelle, est-ce que tu as envie de rejouer à Electromanager ? Je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Ouais, je pense qu'on a répondu plein de fois. On a répondu déjà à la minute 1 du podcast, j'ai l'impression. Oui, mais je vais quand même dire quelque chose. Le jeu lui-même, non, je pense pas. Voilà, je crois que no spoil, voilà. Mais par contre, moi je trouve intéressant quand même dans notre exercice à nous de présenter ce jeu qui a priori ne raconte pas d'histoire et d'essayer de voir si nous, est-ce qu'on a pu réussir à se construire une histoire autour du jeu. Est-ce que le jeu nous a permis de faire ça ? Pour moi, pas vraiment. Pour moi non plus. Pas cette fois. Mais j'aime bien l'idée de pas forcément prendre des jeux où on sait que ça va marcher, quoi. Celui-ci, par exemple, c'était un défi. Ouais, c'était un défi. On s'est posé la question vraiment, est-ce qu'on le fait quand même ? Ouais. On s'est posé la question avant de jouer, on s'est posé la question après avoir joué. Et vraiment, même, je pense que vraiment, avant qu'on se retrouve là ce soir pour enregistrer, je me suis vraiment reposé la question. Oui. Est-ce qu'on le fait ou pas ? Et moi, si un jour je rencontre Friedemann Friese, je lui demanderai pourquoi t'as fait ce jeu ? Il faudrait vraiment qu'on ait une réponse de qu'est-ce qui t'est venu en premier sur celui-là ? C'est la mécanique ou c'est le thème ? Ou c'est le délire du thème ? C'était notre lecture du dos de la boîte d'Electromanager de Friedemann Friese. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et de nous écouter en général. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode avec pas un jeu de gestion. Merci de nous mettre des petits commentaires, des petites étoiles. Inscrivez-vous, abonnez-vous. Like and subscribe. Et à la prochaine pour un nouveau dos de la boîte. Ciao ciao.
Ciao Max.